Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Issiaka Abdillah, l'ancien conseiller général de Bandrabo, parce qu'à l'époque c'était conseiller général, c'était pas encore conseiller départemental, il est avec nous. Issiaka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, toujours un bonheur de vous recevoir. Merci. Et votre regard sur l'actualité nous intéresse aussi à mieux la comprendre. Évidemment, l'actualité du jour, de cette semaine, de ces derniers mois, de ces dernières années, depuis 1841, si je ne dis pas de bêtises, c'est le problème de l'immigration, entre autres, à Mayotte. Et aujourd'hui encore, la préfecture, je suis passé ce matin devant, des femmes, des bonnies, dormaient à l'entrée de la préfecture avec des banderoles tout autour. C'est pas très joli quand on regarde, j'allais dire, le premier bâtiment de l'État français, de voir effectivement cette préfecture dans cet état. Ça vous inspire quoi, cette situation, Issiaka ? Je crois que le gouvernement, en tout cas tous les gouvernements, ont négligé cette question, nos rapports avec les Comores. Et là, aujourd'hui, la passivité de Maoré a touché sa fin, à sa fin, et les Maorés commencent à agir et ne plus réagir. Mais je dirais que ça rend service au nouveau préfet. Parce que là, il a les cartes en main pour dire à Paris, voilà ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Vous ne pouvez pas, je parle du gouvernement, décréter la suspension de tout visa aux Comores et d'ouvrir la porte à Mayotte. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous donnez un titre de séjour d'un ressortissant comorien à Mayotte, c'est comme si vous lui donnez un visa à Moroni pour aller à Paris. Voilà. Donc je crois que si la France est logique, elle doit aller jusqu'au bout. On ferme à Moroni, on ferme à Mayotte. Et les femmes ont raison de rappeler ça au gouvernement. Là encore, vous parlez que de... on a fait la réflexion à Faouzia hier, qui était sur ce plateau. Vous parlez des Comores. Mais la préfecture, le service des étrangers de la préfecture, c'est pas que les Comores, Issiaka. Et oui. On en parlait, il y a des Belges, des Italiens, des Espagnols, des Africains, il peut y avoir des Américains, il peut y avoir n'importe qui. C'est pas il y en a à Mayotte qui ont besoin effectivement pour travailler tout simplement. Oui, mais quand on arrive sur un territoire, je comprends votre question. Vous faites allusion aux soi-disant entre guillemets enseignants. Quand on vient sur un territoire, on s'assure qu'on est en situation régulière. On ne vient pas ici se décréter enseignant et après avoir la possibilité d'être régularisé. Quand on est en situation irrégulière sur le territoire français, la seule chose, c'est de quitter le territoire. Oui, sauf que c'est pas tout à fait ça, Issiaka. Il y a des gens qui sont venus en situation régulière. C'est bien ici, ça. Ils sont venus en situation régulière et parce que la préfecture est fermée, dans quel cadre sont-ils venus à Mayotte en situation régulière? Dans quel cadre? Est-ce qu'ils avaient un contrat de travail en main? Alors, je prends un exemple concret. Je connais très bien un médecin qui est d'origine africaine, qui est arrivé à Mayotte avec un contrat avec le CHM. Très clairement, il a un contrat de travail, médecin. Comme il est étranger, il a une carte de séjour. D'accord? Il a un contrat de travail payé par les services de l'État français. Et sa carte de séjour arrive à la fin. Il ne peut pas la renouveler parce que le service étranger est fermé. Et donc, il se retrouve dans une situation irrégulière où il va nous soigner à l'hôpital en situation irrégulière. Pareil pour certains enseignants français ou étrangers. Non, pas les enseignants français. Non, étrangers, pardon. Étrangers. Excusez-moi. Non, il faut regarder quelle est la durée du contrat aussi. Il faut préciser les choses. La carte de séjour d'une année, si le contrat est d'une année. Mais écoute, il faut que les choses soient claires dès le départ. Lorsqu'on fait venir des personnes, je dis bien, pour une situation, pour cette situation que vous venez de décrire, je pense qu'il faut prendre les dispositions. Si la personne a un contrat de 3 ans, il faut lui donner une carte de séjour de 3 ans. Parce que là, il y a une suspicion. Je ne pense pas que, la personne qui arrive avec un contrat de 3 ans ou de 4 ans, la préfecture lui aurait délivré une carte de séjour d'une année.
Ce n'est pas possible. Et pourtant. Ce n'est pas possible. Je Et pense pourtant. qu'il faut Les faire... niveaux d'attribution, malheureusement, il y a des échéances, je crois que c'est 1 an pour le plus court, et après on file sur 10 ans pour acquérir la nationalité française, Moi, ce qu'on appelle de la longue durée. Ça ne m'embête pas lorsqu'il y a nécessité. Et je crois que l'étude au cas par cas, quand j'ai dit au par cas, au cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un employeur qui s'est manifesté à l'avance. Il y a un contrat signé à l'avance. Et que les autorités consulaires du pays du ressortissant aient été, je dirais, aient été au courant que la personne arrive à Mayotte. Il arrive avec un visa. Donc, ces situations-là, on peut les gérer au cas par cas. Oui, mais lorsqu'on arrive à Mayotte, en toute clandestinité, parce qu'on a un diplôme à vérifier, on a un diplôme, on devient enseignant et que par la suite on demande avoir, je pense que c'est un peu nous prendre pour des crevettes là-dessus. Issaka Abdillah, est-ce que clairement vous êtes d'accord avec le discours de Mansour Kamardine, pas plus tard que hier, à votre place? Il appelait la population mahoraise à rejoindre les mamans à la préfecture pour défendre cette idée. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense que les Mahorais n'ont pas besoin d'être appelés, hein, ils sont déjà vigilants. Je crois que les derniers mouvements l'ont suffisamment prouvé. Et maintenant, s'il faut qu'il y ait une remobilisation, je ne vois pas du tout, le problème. Donc vous êtes d'accord avec ça, clairement? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Ouais. Il faut rendre service au préfet. Et rendre service au préfet, c'est de mobiliser pour dire stop. Parce qu'on a beaucoup, si vous parlez des personnes qui arrivent ici pour travailler. On a combien de chômeurs en France? Des chômeurs diplômés. Pourquoi ne pas rendre un peu plus attractif les situations salariales à Mayotte pour attirer nos jeunes Français qui sont au chômage en France? On en a. Je suis sûr qu'on peut trouver des médecins par-ci ou là, on peut trouver des enseignants, des personnes diplômées dans nos universités qui sortent chaque année. Et donc, il faut faire appel à toutes les universités, les personnes qui sont de Bac plus 5, à qui on leur offre de l'emploi à Mayotte dans le cadre de l'enseignement. Ces gens-là, on peut toujours remplir nos classes avec des Français diplômés de nos universités parce que on connaît le chômage et je pense que ce serait une demande que Macron appréciera, hein, compte tenu de l'état du chômage aujourd'hui en métropole. Vous êtes toujours satisfait de l'action d'Emmanuel Macron sur Mayotte? Je crois qu'il faut revenir quelques années en arrière. L'action des gouvernements à Mayotte a toujours été insuffisante. Macron ne fera pas exception. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Issaka. Je reviens sur le volet migratoire, si vous le voulez bien. Sur les banderoles qu'il y a au bureau des étrangers, il est demandé le titre de séjour étendu à l'espace Schengen. Aujourd'hui, le titre de séjour attribué à Mayotte, c'est juste pour Mayotte. Donc ça fait de Mayotte un grand sangat. Sauf qu'il y a quelques années, vous étiez conseiller général de Bandrabois, et dans l'hémicycle, en séance plénière, une motion avait été déposée justement pour demander l'extension du titre de séjour mahorais à l'espace Schengen. Vous aviez dit oui. Pourquoi pas? Mais attention, est-ce que ce ne sera pas un appel d'air? C'est-à-dire que ça permettrait au continent africain tout entier de gagner l'Europe par Mayotte. Vous étiez sage, la sagesse qui vous caractérise. Est-ce que vous tenez toujours cette position? Ma position n'a pas varié là-dessus. 2 raisons essentielles. Aujourd'hui, on a affaire à 800 000 habitants des 3 îles comoriennes. Demain, avec l'ouverture sur l'espace Schengen, je ne sais pas combien on aura, mais l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique subsaharienne, on aura tous ces gens-là sur notre territoire. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce séjour aujourd'hui. Si nous n'avons pas les moyens, je dirais les moyens, des vrais moyens pour garder nos frontières, il faut faire attention
à ce séjour qui ouvre à l'espace Schengen, parce qu'on voit avec l'Italie, l'île de Lampedusa, Bien sûr. combien de personnes qui arrivent chaque jour, chaque semaine. Et donc, c'est parce que l'Italie est dans l'espace Schengen et une personne qui arrive en Italie aujourd'hui ne peut plus être refoulée. Il doit être accueilli dans l'espace Schengen. Voilà Oui, mais en même temps, on n'est pas espace Schengen ici à Mayotte et on les accueille aussi. Ah oui, on les accueille aussi, mais ils viennent avec l'assurance de ne pas être forcément régularisés, parce que nous bénéficions encore d'un certain nombre d'aménagements en termes de visa et de séjour sur le territoire français. Je pense que l'espace Schengen nous plonge direct à condition que le débat dépasse les frontières franco-françaises et que les gens qui arrivent sur le territoire avec un séjour espace Schengen ou même en situation irrégulière soient partagés avec tous les pays européens. Je pense que ce serait peut-être, ça permettrait au territoire de souffler un peu. Ou alors que la France ne soit plus la seule à protéger les frontières de son territoire qu'est Mayotte, ce serait l'Europe qui protégerait, avec Frontex par exemple, les frontières européennes à Mayotte. Oui, on n'arrive pas à le faire déjà en Europe. Vous croyez qu'on va y arriver à Mayotte? Oui, on n'arrivera pas. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent à l'idée d'ouvrir ce visa à l'espace Schengen. Il faut être la boîte de Pandore. Exactement, aujourd'hui. Parce que quand on connaît l'Afrique aujourd'hui, l'état de l'Afrique aujourd'hui, même si dans certains côtés, les pays s'en sortent bien, mais les gens ont toujours tendance à vouloir partir en Europe. Et Mayotte, ouvert à l'espace Schengen, ce serait un appel d'air. Immigration, éducation nationale, il n'y a qu'un pas. Beaucoup de personnes vivant sur cette île estiment qu'il n'y a pas besoin de construire d'autres écoles si le problème de l'immigration est réglé. Certains disent que il y a suffisamment d'écoles pour les enfants mahorais. Mansour Kamardine le dit, hein. Entre autres, et pas que. Votre sentiment là-dessus, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis entièrement d'accord. J'étais moi-même opérateur en tant que président du SMIAM. À l'époque, oui. À l'époque, et quand si je reviens un peu en arrière, la convention Balladur en 93 avait comme objectif une salle, un maître, une division. Cet objectif-là a été atteint. Je répète bien, cet objectif-là a été atteint. J'étais moi-même enseignant à Kaweni dans les années 90. On était, allez, combien 5 maîtres, 5 instituteurs à Kaweni. On est combien aujourd'hui? Je ne sais pas, mais ça doit être... Et puis je connais aucun territoire au monde où la population scolaire est égale à la moitié de la population entière de l'île. C'est insupportable, on ne peut plus continuer. Je pense qu'on n'a pas besoin de construire de lycées et de collèges. Par contre, on a besoin, je mets un petit bémol, dans le cadre du transfert des compétences construction collège et région, l'État doit construire des vrais collèges, des vrais lycées en vue de les procéder plus tard au département. Et en réhabilitant l'existant aussi. L'existant aussi, et non pas nous construire des lycées et des collèges en paillotte. Il manque le SMIAM aujourd'hui dans le paysage mahorais, dans les projections de développement. C'est un outil qui manque aujourd'hui? C'est au maire de répondre à cette question. Ce que j'observe juste, c'est qu'on ne fait pas plus que ce qui était avant. Voilà. Il y a des promesses qui ont été faites de la part de ce gouvernement et celui juste avant également, qui sont, je fais allusion notamment en 2012, Cazeneuve qui avait annoncé... 2016, Cazeneuve qui avait effectivement annoncé un certain nombre de choses qui se mettent en place aujourd'hui, comme notamment pour des moyens pour la police, pour la gendarmerie. Alors, c'est peut-être pas assez, mais il y a des choses qui se font quand même. Est-ce que à Mayotte, on se satisfait tout de même de ce type d'avancée? Non, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ouais.
Pourtant, on parle d'une baisse de la délinquance. Non, non, faut faire attention. Nous étions en été, tout le monde était parti en vacances. Hein. Oui. On verra bien, à commencer par le titre de l'infocoésie d'hier. Hein. Il faut faire attention. Il y avait moins de gens sur le territoire. Les gens étaient partis tous en vacances. On verra à la rentrée. Il y a des rentrées scolaires, des rentrées politiques, il y aura une rentrée de la délinquance et on pourra évaluer. Samuel Bocher, et allez-y, je vous en prie. On reviendra sur un autre sujet après. On vient juste d'assister à la rentrée scolaire avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a confirmé les 500 millions d'euros sur 5 ans. Un vice-rectorat qui va devenir rectorat. Le budget du vice-rectorat aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros par an. Donc plus 100 millions d'euros par an sur 5 ans. Si on garde les 500 millions existants de budget annuel, ça fait 4 950 euros par gamin. Si on rajoute les 100 millions par an en plus sur les 500, ça fait 5 940 ou 6 000 euros par an par gamin. C'est la moitié de ce que l'on donne à un gamin en France. Ça veut dire que le plan n'est pas à hauteur? Mais là, on nous a pris aussi pour vraiment des crevettes, parce que si vous prenez les 500 millions sur 5 ans, divisé, ça nous fait 100 je crois on arrive à 20 millions, c'est la dotation actuelle octroyée pour le premier degré. Donc il n'y a rien qui a changé à ce niveau. Hein. C'est vraiment, on reprend les vieilles écritures, on additionne, on fait un beau discours. Je crois que le ministère... C'est que de l'habillage selon vous? Oui, c'est quand même de l'argent, il y a quand même de l'argent qui est investi. Oui, mais quand on prend le 1,3 milliard, l'hôpital qui est on a bien compté l'hôpital c'est pas 1,3 milliard. En plus, c'est 1 milliard de ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr. C'est pas 1 milliard qu'on donne en plus, c'est 1 milliard de ce qui existe depuis, pour certains projets, depuis 10 ans. Côté politique, Issiaka Abdillah, côté conseil départemental, on a, même si la Cour des comptes effectivement a fait quelques rapports salés sur la situation du conseil départemental, mais on se rend compte tout de même que, à l'instar de Issa Abdou, que le conseil départemental va vers sa mission principale qui est le social et elle en fait de plus en plus. C'est rassurant ça? Avec l'argent qui lui a appartenu avant, qu'il avait avancé pour d'autres missions de l'État, que le SAL lui a remboursé. Oui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que nous allons construire une dizaine de PMI? Vous savez, les PMI, ce n'est pas une structure productive. C'est plutôt budgétivore. Qui sont les bénéficiaires? Les entreprises, les Français. Qui sera le bénéficiaire de ces PMI? Alors moi, je verrais bien qu'on prenne les 120 millions d'euros qui nous appartiennent, les disperser sur des projets productifs. Productifs, je veux dire. Aujourd'hui, on n'a pas évalué le coût des embouteillages. C'est vrai, ça. On n'a pas évalué le coût des embouteillages. Un camion qui doit livrer entre Longoni et Tsararanou mettra forcément 2 à 3 heures. Il y a un coût à cette difficulté. Mais le PMI, moi, je veux bien que le Conseil général reprenne un peu du social, mais pas en faire... Issiaka dit là, le social, on ne peut pas le retirer, qui plus est, c'est 60% normalement des compétences d'un conseil général. Oui, mais... le social. Oui. Là, quand vous parlez de production de richesse, c'est de l'aménagement aussi, c'est de compétences régionales. Sauf que les compétences régionales, nous ne les avons pas et elles ne sont pas compensées par l'État. On pourrait avoir les deux compétences. On ne les a pas demandées. On les demande avec force et écrit. Vous-même, vous le demandiez. Non, on ne les a pas demandées. Parce qu'on se réfugie tous derrière le fait que c'est à l'État de faire. C'est à l'État de faire. C'est à l'État de faire. Pourquoi on se retient derrière le social? On verra, hein? On verra quand on aura consommé les 125 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fera en plus après le social? Est-ce que le Conseil général aujourd'hui est disposé chaque année à financer? Parce qu'on l'a vu, hein, les PMI, jusqu'à une date récente, étaient en difficulté de fonctionnement. Je pense que
il faut faire du social, mais en l'état actuel de l'île, on a besoin peut-être un peu de social, mais on a besoin beaucoup d'investissement. Regardez la situation des barges, de la gare maritime. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. La priorité, ce serait une PMI qu'on va construire sur une zone à forte immigration clandestine. Je pense que la priorité, c'est les gares maritimes, c'est les routes, c'est le contournement de Mamoudzou, c'est des infrastructures productives pour qu'enfin cette île sorte de ses difficultés chroniques en matière économique. C'est la solution au développement, au renouveau du développement économique, l'investissement par le pouvoir, que ce soit les collectivités territoriales ou l'État? En fait, oui, absolument. Il n'y a pas d'autre solution. Non, mais on ne fait pas du social sans l'économique. Il faut d'abord faire de l'économie, donner du travail aux gens, et puis après, peut-être, on aura moins à faire du social. On cotise pour faire du social. Ce sont les travailleurs qui payent le social. Mais quand il n'y a pas de travailleurs, parce que de moins en moins il y a de travailleurs à Mayotte, parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc, il faut d'abord, peut-être, donner du travail, créer les mécanismes de création de richesse sur le territoire pour que les gens aient du travail. Ces mêmes personnes vont ensuite cotiser pour faire du social. Parce que l'enveloppe de 120 millions d'euros, on va vite la consommer. On verra après comment faire du social avec des caisses vides. Juste pour conclure, l'action politique, cette fois-ci, du conseil départemental, est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espérances à ce jour, à l'époque où on est? Je crois qu'il y a une... moi, je n'arrive pas à lire. Vous n'arrivez pas à vous projeter, en fait. Je n'arrive pas à lire du tout la politique du président aujourd'hui. On entend plus Issa Abdou sur le social et ses PMI qu'autre chose. Je n'ai pas entendu un vrai discours pour sortir des difficultés liées au port, qui est notre premier outil de production. Et j'entends quoi avant-hier? Que le président souhaiterait un grand port maritime d'État. Mais c'est insensé. On a un outil de production, un outil, je dirais, stratégique pour mettre en place une économie, je dirais, pour mettre en place des vraies stratégies de développement, et vous voulez le donner à l'État. C'est tombé du ciel. Il y a des difficultés, certes, liées à la DSP. Mais est-ce que le conseil départemental a suffisamment lu la DSP, en tout cas le document de la DSP, pour savoir quelles sont ses insuffisances à ce niveau-là, quelles sont les insuffisances de la délégataire? Je ne pense pas que ce travail a été fait. Quel est le monsieur DSP au conseil général ou la dame? Vous, aujourd'hui, on va au conseil général. Je voudrais avoir un service dédié à la DSP. Il y en a un, mais qui est engouffré dans un secteur, c'est Jacques Toto, qui est directeur, donc DGA, du transport et de l'aménagement, pas de l'aménagement, mais au moins du transport. Et donc le port incombe est sous sa responsabilité. La gestion de la DSP appelle un vrai service qui réagit à un quart de tour, mais tous les jours qui réagit pour savoir quelle est la difficulté, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de difficultés aujourd'hui. Regardez, un coup c'est le délégataire qui va au TA, qui gagne, un coup c'est le conseil général qui va. Ça veut dire quoi? Ça résume une insuffisance de deux côtés en matière de gestion de cet outil. Je crois que la preuve en est avec les bâtiments du conseil général, le conseil départemental au port de Longoni qui tombent en ruine et avec des agents qui n'ont pas les moyens de leurs actions. Exactement. Serki Avdila, juste une précision. Vous avez dit le social c'est bien, mais la priorité ça doit être effectivement un investissement plutôt que des PMI qui... Oui, c'est vrai, mais le rôle fondamental dans notre organisation française, en métropole, dans tous les DOM, la mission principale
d'un département, d'un conseil départemental ou d'un conseil départemental, ça reste le social tout de même. C'est sa mission principale, on est d'accord? Non, je reviens encore une Ouais. fois. On en a fait, on en fait trop. Je l'ai dit encore une fois, il n'y a pas que ça à Mayotte. Il n'y a pas que les PMI, il n'y a pas que le social. Il y a aussi l'économique. Et jusqu'à l'épreuve du contraire, le Conseil général a une compétence à ce niveau-là. Oui. Je l'ai dit, si on fait du social une priorité, moi, ma première priorité sera l'économie à Mayotte, où j'appellerai à plus d'économie, plus de projets structurants, plus de projets productifs que les PMI. Samuel, en conclusion, vraiment. Il y a une dizaine de PMI. C'est pour qui on va les installer où, à Saint-Villa? Ouais. Non. Il est 58, on est très très en retard, Samuel. On En conclut fait, vite. il faudrait faire comme le Conseil général réunionnais qui investit dans un. Il a un golf et il va mettre de l'argent pour financer la construction d'un hôtel 5 étoiles qui sera financé avec l'Europe et le Conseil général à hauteur de 85%. On crée 250 emplois. C'est ça qu'il faudrait faire à Mayotte? C'est ça. Et non pas créer des PMI qui vont être des outils budgétivores alors qu'on connaît notre situation budgétaire. Là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène parce qu'il s'agit d'un remboursement des dépenses engagées par le passé par le département. Clairement, messieurs, la solution, elle est aussi, certes, enfin, à mon avis, du côté de la région. Il va falloir avoir la dotation région pour pouvoir répondre à tous ces besoins d'investissement, laisser au conseil départemental sa mission du social et avoir les moyens, ce que vous disiez l'autre jour, Samuel, d'une vraie région avec des moyens financiers pour pouvoir développer l'investissement. Merci beaucoup, Isiaka Abdillah, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.